Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'iléus paralytique. Donc, contrairement à l'iléus mécanique, hein, il n'y a pas d'obstruction mécanique, tout simplement. Euh, Genre tumeur, ou bien volvulus, ou bien des choses comme ça, ou bien occlusion sur bride, des choses comme ça. L'iléus paralytique, je fais juste un petit point parce qu'on a aussi un étudiant de quatrième avec nous. C'est vraiment juste quand l'intestin se met en pause suite généralement à un stress important. Il est un peu paralysé, quoi, tout simplement. Et puis, il y a différentes raisons à ça. Donc, on va tout de suite commencer avec un petit cas clinique. Oups. Voilà. Disons qu'il y a un homme de 65 ans, plutôt bonne santé habituelle, il est en surpoids et puis il prend des anticholinergiques pour une urgenturie, qui fait une pancréatite parce qu'il a un peu trop picolé la veille. Euh, on l'hospitalise, on fait la prise en charge habituelle, on l'hydrate, on le met à jeun, antalgie, et euh, on note au CT à 48 heures. Je vous rappelle qu'on ne fait pas de CT généralement au tout début pour les pancréatites, que c'est quand même une pancréatite assez sévère avec un score Balthazar E, donc c'est le maximum, ça veut dire qu'il y a plusieurs coulées. Et, euh, Et puis voilà. Quand même, on note que le patient, il a refusé la morphine parce que, à cause des connotations, par exemple, de ce médicament, et que du coup, on le met sous Oxycontin plus Oxynorm. Et puis, on va dire qu'en plus de ça, vu qu'il se plaignait de douleurs abdos, l'interne de la nuit qui débutait a mis aussi du Buscopan. Voilà. À 7 jours, on remarque qu'il a des douleurs abdominales qui augmentent quand même. Alors généralement, la pancréatite, ça se résout assez rapidement quand elle évolue bien. Et un abdomen très distendu. Là, j'ai mis 7 jours arbitrairement, hein. Je ne sais pas exactement, ça pourrait être plutôt 5 jours ou 10 ou 15 jours, hein. Mais voilà, disons que l'essentiel, c'est pas maintenant s'il est rentré à la maison ou pas entre-temps, mais maintenant il a une nouvelle plainte, c'est des douleurs qui augmentent, qui sont plus diffuses, qui ne sont pas en barre comme ce qu'il avait peut-être pour sa pancréatite à l'époque. Et puis voilà. Donc, probablement qu'il fait un iléus paralytique. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quand l'iléus s'arrête, je disais, donc le transit vraiment, quand l'intestin s'arrête. On peut dire par stunning ou bien par il y a d'autres causes, mais classiquement, c'est vraiment suite à une grosse inflammation ou une grosse ischémie ou une grosse infection que l'intestin va juste arrêter de fonctionner. Ça peut être local ou diffus. C'est typiquement local justement pour des pancréatites ou des appendicites, des choses comme ça. L'iléon autour euh, qui va juste s'arrêter, ou le jéjunum. Et puis, ça peut concerner l'intestin et ou le côlon. Généralement, quand on dit iléus, on pense à iléon, donc à intestin, mais voilà, vraiment, on peut avoir aussi le côlon qui est concerné, typiquement dans une atteinte diffuse, dans un iléus complètement systématisé. On va voir les causes tout de suite après, hein. Qu'est-ce qui fait plutôt local ou diffus. Et puis, on différencie ça de l'iléus mécanique, comme je l'ai dit au début, où on a vraiment une obstruction mécanique à cause de un, une néoplasie, une bride, des choses comme ça. Et puis, on a l'équivalent au niveau du côlon, c'est ce qu'ils appellent une subobstruction. C'est le syndrome d'Ogilvie, on va peut-être en parler à la fin si on aura le temps, mais en gros, ça concerne du coup uniquement le côlon. En général, ça commence au niveau de l'angle splénique, on ne sait pas pourquoi, mais à partir de là, il y a plus de mouvement. Les causes. Alors, on, on a vraiment plein de causes pour les iléus paralytiques. La plus classique, c'est le post-op. C'est presque physiologique, même c'est attendu, parce que généralement, dans une opération, évidemment, on entend plutôt une opération de l'abdomen, hein, chir viscérale, voilà. Que ce soit par la paroscopie ou soit par la parotomie, on a un iléus qui dure 2-3 jours, surtout à cause aussi des antalgiques qui viennent avec l'opération. Donc,
vous savez qu'ils utilisent quand même souvent des opiacés, les anesthésistes, et que ça va être aussi une cause, on va le voir tout de suite. Dans le même genre, on a le post-traumatique, ça peut être un coup direct ou bien une fracture pelvienne, des choses vraiment comme ça, plutôt localisées au niveau de l'abdomen, qui peuvent aussi faire un stunning abdominal. Euh, D'autres causes systémiques, il y a les électrolytes. Donc, vous savez que l'hypokaliémie, ça fait, ça fait typiquement euh, des troubles au niveau du muscle lisse. Et puis, notamment au niveau des intestins, du coup, ça va un peu les calmer et puis peut-être même les faire arrêter de fonctionner. Le travail pour l'accouchement, les grosses inflammations, les causes de péritonite, vraiment, donc les pancréatites, on pourrait dire aussi les appendicites perforés, des choses comme ça qui vont vraiment faire une grosse inflammation, ou bien les cholangites. Et puis les médicaments, cause très importante à connaître vraiment pour nous internes qui débutons. Les opiacés, il faut savoir que ça fait des iléus. Et puis certains médicaments anti-parkinsoniens, et puis les anticholinergiques aussi. Je ne les ai pas écrits là, j'aurais dû, mais ça commençait pas par P. Et puis comme vous remarquez, la plupart des causes commencent par P, donc on retrouve souvent des règles des 5P, les 6P, les 7P. Mais bref, euh, voilà, retenez vraiment painkillers, c'est le plus important. Et puis les anticholinergiques, même s'ils sont moins prescrits de manière systématique comme ça, c'est une cause aussi importante. On peut aussi avoir une cause ischémique qui va stun l'intestin. Les acidoses, vous savez, souvent les diabétiques de type 1, ça se découvre avec des douleurs abdominales quand ils font leur acidocétose. Et puis l'hypothyroïdie, hein, la thyroïde, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu des symptômes, mais il y a pour l'hyperthyroïdie plutôt une diarrhée et pour l'hypothyroïdie plutôt une constipation. Donc là aussi, c'est en cas sévère d'hypothyroïdie, on peut avoir un iléus paralytique. Je vous mets un petit rappel de comment fonctionne le système sympathique. Lui, il va vraiment inhiber le péristaltisme au niveau de l'intestin, même au niveau de tout le tube digestif. Et donc, on peut imaginer qu'en cas de grosse stimulation sympathique, on peut avoir vraiment des iléus comme ça. Et donc, j'en profite juste pour dire, si ce n'était pas clair, que le trauma, ça ne concerne pas seulement là, ce qui est écrit entre parenthèses, mais ça peut aussi être juste dans le cas d'un gros choc vraiment même pas directement sur l'abdomen, on peut avoir des iléus. La clinique, alors, elle est assez simple. Il y a plus de transit, donc les gens, ils font plus de selle, ils ont tendance à avoir des nausées, voire à vomir. Et moi, ce que j'ai vu, j'ai pas retrouvé ça dans les cours parce qu'on n'en parle pas trop, mais quand j'avais vu des patients en iléus, ils rotaient souvent. C'était vraiment une plainte. Après, voilà, c'était peut-être plutôt pour les iléus mécaniques, parce que dans ce cas-là, il n'y a vraiment plus du tout de gaz qui passe, alors que dans l'iléus paralytique, on a quand même généralement les gaz qui continuent à pouvoir avancer. Mais voilà, le tableau d'iléus, il ressemble à ça. L'examen clinique, ce sera le même pour l'iléus mécanique ou paralytique, lui. On y retrouve un tympanisme. Donc vraiment, la percussion, elle nous aide beaucoup. Et puis, on voit déjà aussi que l'abdomen a tendance à être distendu. Et surtout, on le palpe. Hein. Il n'y a pas forcément de défense détente, mais en palpant même doucement l'intestin, l'abdomen, on remarque qu'il est vraiment plein d'air. Le laboratoire, il va nous aider aussi. On peut avoir déjà une acidose lactique s'il y a une souffrance tissulaire à cause de cette iléus au niveau de la gazo. On va voir après que la gazo, elle pourra montrer aussi d'autres choses. Et puis, si on a une déviation gauche avec une leucocytose, ça peut nous indiquer nous orienter vers quelque chose de déjà plus sévère, d'infectieux ou de ischémique qui est déjà en train de se dérouler. J'ai mis un peu mes dias dans le désordre pour l'évolution, mais je pense que c'est important de dire maintenant que l'ischémie mésentérique, elle arrive à cause de la dilatation. Ça, c'est vraiment mécanique, hein. Ça va d'abord comprimer le domaine veineux, et puis après, ça va faire un cercle vicieux qui va encore plus faire d'œdème, ce qui va finir parfois même par comprimer le domaine artériel. Et donc ça peut vraiment faire une ischémie. Voilà.
Je reviendrai après sur le reste de l'évolution, mais juste pour ce petit côté pathophysio, pourquoi est-ce qu'on va chercher des signes d'ischémie avec une acidose lactique, et puis pourquoi est-ce qu'on peut avoir aussi une leucocytose à la paraclinique. La gazo, elle va pas seulement montrer une acidose métabolique si il y a une ischémie, mais elle peut aussi montrer une alcalose, ou bien, disons, on peut avoir une acidose du coup qui serait moins sévère, parce que les pertes par les vomissements pourraient faire perdre tout simplement de l'acide, ce qui va alcaliniser le sang. Et donc, on aura aussi une petite composante d'alcalose métabolique parfois. L'imagerie. Alors, ça c'est un peu la deuxième partie de la présentation. La radio, pour une fois, l'abdomen sans préparation, il peut être intéressant parce qu'on va voir des anses dilatées et puis on arrive parfois même à voir si c'est des anses plutôt de l'intestin grêle ou du côlon selon les types d'ostration qu'on voit. Donc, l'intestin grêle, il n'a pas des grosses ostrations, vous allez le voir dans la photo d'après, comme le côlon. Et il permet parfois ce qui permet parfois de faire la différence entre intestin et côlon, et de voir que la partie dilatée, elle concerne l'intestin. Et ça va être important parce que si vous suspectez par exemple un volvulus sigmoïde avec une image classique en grain de café, vraiment un énorme côlon dilaté au niveau du sigmoïde, eh ben, vous n'allez pas forcément faire la même prise en charge, par exemple pour l'ingestion de produits de contraste, Peros ou ce genre de choses, que si vous avez juste un iléus paralytique. On aura aussi des niveaux hydroaériques. Et puis, ce que j'ai appris là en relisant un peu sur l'imagerie de cette pathologie, c'est que l'iléus localisé, donc si on a une dilatation localisée au niveau des anses grêles, proche d'un organe, par exemple abdomen haut, eh ben, ça peut parler pour une pancréatite déjà. Si on a fait un ASP pour une autre raison, par exemple parce qu'on cherchait de l'air sous-diaphragmatique pour un ulcère perforé, et tiens, on voit en fait, non, il n'y a pas d'air, mais on voit quand même un iléon bien dilaté ou des anses dilatées au niveau de l'abdomen supérieur, et ben, ça peut être un signe indirect de pancréatite. Abdomen inférieur, plutôt appendicite, des choses comme ça. Voilà. L'ultrason, il va être plus évocateur quand on a des anses vraiment très dilatées, ce qui concerne plutôt l'iléus mécanique. Hein. La dilatation, elle va être plus sévère. On dit que c'est plus que 3 cm en général pour l'iléus mécanique, alors que l'iléus paralytique, c'est moins de 3 cm. Et puis le CT, évidemment, c'est un examen clé où on aura, contrairement à l'iléus mécanique, de l'air dans le rectum, parce que l'air continue à passer à travers le tube digestif, des anses moins de 3 cm, et on va pas trouver de saut de calibre normalement dans l'iléus paralytique, parce que comme je disais, il n'y a pas vraiment d'obstruction. Il n'y a pas d'obstruction dans l'iléus paralytique. Voilà. Ici, on a un abdomen sans préparation, du coup, où on voit pas mal d'air et d'anse dilatée. Alors ici, déjà, le fait que ça fasse plusieurs zigzags, ça parle plutôt pour de l'iléon que du côlon. Et puis, on voit bien ici la différence avec ces petites stries qui parlent pour des anses grêles. Et ici, le côlon, là où il y a ma souris, donc dans la fosse iliaque droite chez ce patient. Et puis aussi probablement la fosse iliaque gauche, où on a des plus grosses ostrations comme ça, qui font vraiment plus côlon. Quand on met le patient sur le dos, en décubitus dorsal, on peut voir aussi des niveaux hydroaériques. Donc là où il y a ma souris, par exemple, on voit qu'il y a un niveau. Et ça, en général, on ne les voit pas quand les patients sont debout. Donc ça peut être intéressant vraiment de leur faire des radios debout et couchés à ces patients. L'ultrason, je l'ai quand même mis parce qu'on aime bien l'ultrason, ça irradie pas. Et puis c'est bedside, on peut le faire nous-mêmes. Ça, c'est une image que j'ai retrouvée dans mon cours pour l'iléus mécanique. Mais j'imagine que
on peut quand même trouver des choses comme ça dans l'ileus paralytique. C'est tout simplement les petites vallécules, donc les fameuses Kerking Folds, Kerkering Folds. À l'ultrason, on peut avoir du coup ce qu'on appelle les touches de piano sign, keyboard sign, parce que voilà, ça ressemble à des petites touches de piano. Et puis, on peut avoir aussi des images en échelle qui montrent la même chose, hein, encore ces petites Kerkring Folds. Voilà. Retenez quand même que ce sera surtout visible pour l'ileus mécanique, mais voilà, c'est joli l'ultrason, donc on en parle vite fait. L'évolution, du coup, on a fini avec l'imagerie. Eh ben, elle peut être sévère avec l'ischémie. Dans ce cas-là, on a vraiment un cercle vicieux qui peut se mettre en place, comme j'en avais parlé tout à l'heure, avec une ischémie de plus en plus importante qui peut du coup mener à une telle inflammation, un tel œdème qu'on peut avoir une déshydratation associée, des troubles électrolytiques sur un troisième secteur, en fait. C'est vraiment l'eau qui va s'extravaser à cet endroit-là et qui va faire un troisième secteur, ce qui va entraîner plein d'autres problématiques pathophysiologiques, peut-être même hémodynamiques, dont on ne va pas parler maintenant, mais qui sont importantes à considérer. Donc, vérifier le labo, ce n'est pas seulement important pour la cause, par exemple pour l'hypokaliémie, mais aussi pour le suivi, dans le sens où on ne peut pas avoir des troubles électrolytiques qui se dévoilent, qui n'étaient pas là avant, ou des lactates qui se dévoilent, qui pourraient signer une ischémie, un troisième secteur ou des choses comme ça. Je profite pour rajouter un petit détail sur les électrolytes. N'oubliez pas de doser le magnésium quand vous dosez le potassium aussi, parce que ça sert à pas grand-chose, par exemple, de substituer du potassium pour une hypokaliémie. Si vous avez une hypomagnésémie sévère, c'est toujours mieux de substituer les deux, ça marchera beaucoup mieux. Donc voilà, quand on dit électrolyte, c'est pas juste NaK, c'est aussi le magnésium et puis pourquoi pas le chlore si on suspecte une hypochlorémie sur les vomissements. Le traitement, en général, il est conservatif et il consiste surtout en arrêtant l'antalgie. Donc, il faut arrêter de donner des opiacés si le patient il en avait. Il faut arrêter de donner des anticholinergiques si le patient il en avait. Donc, notre patient, tout à l'heure, là, il avait 2 anticholinergiques et un opiacé, mais plusieurs fois par jour sous 2 formes différentes. Il y en a qui disent que les procinétiques, ça peut aider, contrairement à l'ileus mécanique où ils sont contre-indiqués, hein. Mais il faut croire que c'est pas vraiment evidence-based. Il n'y a pas de grosses études qui ont l'air de montrer que les procinétiques aident dans l'ileus paralytique, tout comme le fait de refaire marcher le patient rapidement après l'opération, donc la mobilisation précoce. Il y en a qui pensaient que ça pouvait diminuer les chances d'ileus paralytique ou bien la sévérité ou la durée, mais en fait, on dirait pas trop. C'est surtout intéressant en fait pour le syndrome d'Olgivi où on va donner carrément la néostigmine pour le traitement. Mais là, voilà, le traitement au niveau médicament, c'est surtout de stopper ceux qui peuvent diminuer le transit et puis pourquoi pas essayer avec des procinétiques si on est sûr qu'il n'y a pas d'ileus mécanique. S'il y a des signes de complications, donc ça peut être d'emblée hein, pour un patient qui vient aux urgences, ou bien ça peut être sur le suivi, péritonite, ischémie, comme ça, il faut vraiment, c'est l'indication opératoire pour traiter ces patients, il faut aller au bloc. Et généralement, si l'ileus paralytique ne se résout pas par lui-même, c'est quelque chose qui va arriver environ au bout d'une semaine. Mais bon, évidemment, ça c'est une estimation très variable selon les cas. Ça peut arriver plus tôt, j'imagine, ou surtout souvent plus tard, selon la sévérité de l'ileus. Voilà les références. Et puis, je finis juste avec le cas du coup, duquel on a parlé au début. Donc, ce qui ne va pas déjà, c'est que vous voyez, le patient, on lui a rajouté un anticholinergique alors qu'il en avait déjà un. C'était déjà un patient à risque. Ensuite, il a fait cette grosse inflammation avec Balthazar E, hein, une pancréatite très sévère qui peut grandement irriter les intestins.
Et puis, on lui a donné des opiacés forts, l'oxycodone, hein, sous sa forme longue et sous sa forme, bolus, rapide, d'action rapide, parce qu'il a refusé la morphine qui reste un opiacé qu'on connaît très bien, qui est facile à doser, alors que des fois, on sait un peu moins ce qu'on fait avec d'autres opiacés. Donc voilà, ce patient, on comprend pourquoi il a pu faire un tel, ileus et puis, c'est pour ça que j'ai mis un cas comme ça, hein. Je l'ai pas trouvé quelque part, je l'ai vraiment un peu fait moi-même. Est-ce que vous avez des questions?